Bon, bien, bonjour à tous. Et oui, le compte à rebours est lancé déjà. Et donc, merci d'avoir choisi cette présentation. Alors, alors, on va être ensemble pour à peu près 20 minutes, du coup, plus 30, avec trois beaux sujets que sont la blockchain, donc la DLT, les ICOs, donc les Initial Coin Offering, et les smart contracts. Donc, ces trois beaux sujets, donc, dont l'appréhension juridique reste encore floue, et c'est d'ailleurs ce que nous allons voir donc, tout au long de cette présentation, en commençant par la technologie DLT, puis par les smart contracts qui y sont attachés, puis enfin par la levée de fonds en crypto-monnaie que sont les ICOs. Donc, alors, passons sans attendre à la blockchain. Alors, rapidement, une petite définition de la blockchain, même si vous savez ce que c'est. Donc, la blockchain, en gros, c'est donc une technologie de stockage et de transmission d'informations, donc qui se veut transparente et sécurisée. Par extension, la blockchain constitue une base de données distribuée, une sorte de grand livre comptable en fait, mutualisé entre les différents membres de la blockchain. Donc je ne vous apprends rien en vous disant qu'il y a des blockchains publiques qui sont ouvertes à tous et des blockchains privées qui, elles, sont restreintes à des seuls membres en fait, qui sont membres de la blockchain privée. Alors, le fonctionnement, vous le connaissez. Chaque bloc est validé par des nœuds, alors selon des techniques différentes, soit le proof of stake, soit le proof of work, selon le type de blockchain. Une fois que le bloc est dans la blockchain, il est horodaté, il est validé et il est visible par tous les membres de la blockchain. Alors, le potentiel de la blockchain est énorme et il ne se contente pas simplement à son aspect monétaire ou Bitcoin comme il a pu être attaché au tout début. Mais on peut l'utiliser pour plein d'autres choses, pour des transferts d'actifs, pour des transferts d'actions, d'obligations, ou encore pour des simples registres. Là, par exemple, je pense à l'identification client ou alors à la traçabilité de certains produits. Donc, c'est pour cela en fait, que la technologie blockchain donc, suscite l'intérêt de pas mal d'acteurs financiers, mais également des régulateurs financiers qui s'intéressent à la question, puisque la technologie blockchain n'est pas sans risque. Alors, malgré cette prise de conscience, l'encadrement juridique et l'ensemble des impacts de la DLT donc, appliqués au secteur financier restent tout de même flous et c'est ce que nous allons voir. Alors, les nombreuses incertitudes réglementaires et l'absence d'homogénéité au niveau européen, au niveau réglementaire européen, conduit justement à rendre en fait, cette technologie et les avancées assez lentes. Et c'est d'ailleurs ce qui a poussé certains membres du consortium R3, vous savez, ce consortium qui regroupe des grandes banques, donc comme JP Morgan par exemple, a quitté donc fin 2016, début 2017, ce consortium puisque ça n'allait pas assez vite. Alors, donc on est forcé de constater que la technologie blockchain bouleverse tout de même la législation et la réglementation en vigueur, et notamment dans le secteur financier. Aussi, y a-t-il un droit applicable à la blockchain? Alors là, on a deux grandes questions qui se posent, notamment d'un point de vue de la gouvernance de la blockchain et d'autre part sur en fait, la force juridique de ce qui est à la blockchain, de la transaction par exemple qui a passé par une blockchain. Donc pour cela, il faut différencier d'abord les blockchains privées et les blockchains publiques puisque le fonctionnement et donc les conséquences juridiques ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc la gouvernance des chaînes publiques issue du mouvement donc, open source est simple et est résumée par une expression bien connue qui est « code is law ». Et donc, dans ces types de chaînes-là, il n'y a aucun droit de propriété sur le code source. Inversement, pour ce qui est des DLT, cette fois-ci privées, le fonctionnement est tout autre et donc les questions qui se posent d'un point de vue juridique sont également différentes. Bien que les codes sources soient librés librement lors de la création, la technologie est le plus souvent protégée, elle, cette fois-ci, par des droits de propriété intellectuelle, chose qui n'existe pas sur la DLT publique. Donc. Une fois que cela est dit, on comprend aisément que la gouvernance de la blockchain est à la fois un sujet important, mais également qu'il n'est pas aisé à saisir pour le législateur qui doit justement coller une réglementation à ce genre de problématiques. Donc, comme souvent avec les problématiques blockchain, lorsqu'on soulève une question, il y en a 2, 3, voire 4 autres qui sont donc soulevées en même temps, et notamment celle de l'architecture de la blockchain. Est-ce qu'on peut utiliser une architecture privée ou publique? Celle de l'action et du rôle du superviseur en fait, financier. Et quel degré d'intrusion, par exemple, dans la blockchain doit-il avoir? Quelles sont les protections aussi des données personnelles dans la blockchain, de la cybersécurité, ou encore et surtout, quelle est la responsabilité des acteurs de la blockchain s'il y a un problème qui se passe donc sur la blockchain.
Bref, vous l'aurez compris, c'est un vrai jeu de poupée russe. À chaque fois qu'on a une question qui apparaît, une seconde, voire une troisième est là et se pose. Donc c'est là donc, la dure vie du juriste qui s'intéresse à la matière. Mais surtout, ça explique le décalage qu'il y a entre innovation et droit. Puisque l'innovation va beaucoup plus vite que le droit, le processus juridique sont beaucoup plus lents. Donc d'autres questions se posent également. Donc une première question, c'est qui est propriétaire de la blockchain? Donc ça, on l'a rapidement évoqué. Pour la blockchain publique, il n'y a aucun droit de propriété, alors que pour la DLT privée, il y a la protection de droits intellectuels. Mais également, quelle est la force juridique des inscriptions en blockchain concernant les blockchains publiques, par exemple? Les opérations effectuées ont pour force juridique que la valeur que les participants veulent bien leur donner. Le meilleur exemple de ça, c'est les bitcoins, qui n'ont absolument aucune valeur légale et qui n'ont absolument aucune valeur par rapport à l'opposabilité aux tiers au contrat. Ça peut avoir une valeur entre les différents co-contractants, mais pour ce qui est des tiers, il n'y a aucune valeur juridique. Pour ce qui est des DLT privés, cette fois-ci, la situation est tout autre, puisque si l'on prend par exemple un projet DLT relatif au règlement livraison d'instruments financiers, les blocs ne font que refléter des opérations réalisées hors de la chaîne. Ils constituent donc de simples modalités d'opération, de règlement et ou de livraison, sans constituer eux-mêmes donc les transactions. Dès lors, cela conduit à distinguer deux situations différentes qui emportent chacune des conséquences juridiques également différentes. Soit les opérations traitées dans la DLT reflètent des transactions hors de la chaîne, et dans ce cas-là, la DLT est une révolution, mais c'est une révolution plus organisationnelle que véritablement une révolution juridique. Soit les opérations constituent cette fois-ci elles-mêmes des transactions. Et là, la révolution est bien plus qu'organisationnelle, puisque c'est tout le panorama juridique qu'il va falloir revoir et qu'il va falloir adapter à la technologie. Se pose en outre la question de l'objet, de la charge et du mode de preuve au sein de la blockchain. Et alors lorsqu'on se pose ce type de problème, le mieux c'est de s'intéresser à ce qui forme la blockchain, à ce qui pilote la blockchain, à savoir les smart contracts. Alors, les smart contracts, rapidement, puisque le temps nous est compté, c'est un type de contrat intelligent, des protocoles informatiques qui utilisent la technologie DLT et qui exécutent automatiquement des conditions contractuelles qui ont été prédéfinies en amont. C'est pour cela que l'on peut qualifier ces smart contracts de contrats dits auto-exécutants. Dès lors, la programmation de tels smart contracts rendrait bien service, notamment dans les cas où les contrats sont difficiles à mettre en exécution. Là, je pense par exemple à des contrats de cautionnement, mais également pour certaines clauses contractuelles dont l'exécution peut être parfois compliquée. Là, je pense à des clauses contractuelles qui peuvent être insérées dans des pactes d'actionnaires, par exemple. Donc, dans la mesure où les smart contracts s'exécutent en examinant des conditions d'exécution prédéfinies, le problème de la validation et des conditions d'exécution se pose. Et donc, on retrouve ici les mêmes problématiques que l'on a pour les problématiques DLT. Donc, la possibilité offerte par les smart contracts et leurs avantages correspondent d'ailleurs à ceux de la blockchain, à savoir une simplicité, une rapidité d'exécution, une disponibilité, une intégrité des informations et une réduction des coûts de vérification notamment. Ce que peut dire d'une part, c'est que les smart contracts peuvent être utilisés pour moderniser la chaîne de transaction des titres financiers. Et d'autre part, le secteur bancaire et le secteur financier est un secteur qui est hautement régulé. Dès lors, une période de transition semble donc nécessaire pour assurer le passage de la phase d'expérimentation à la phase d'industrialisation de la technologie. En effet, des obstacles réglementaires importants devront être levés et il est fort probable dès aujourd'hui que la plupart des directives européennes, je pense notamment à EMIR, mais également à MIF 2, devront être amendées à cause de cette technologie. MIF 2 qui n'est d'ailleurs toujours pas entrée en vigueur. Alors, cette technologie comporte également des dangers, à l'image de la DLT. Alors justement, l'autorité des marchés européennes, dont le petit nom est l'ESMA, souligne d'ailleurs que toute utilisation à grande échelle de la DLT dans le secteur des services financiers devra d'abord aborder un certain nombre de défis majeurs en termes d'interopérabilité, de gouvernance, mais également de gestion des risques, puisque des risques opérationnels, des risques systémiques et des risques de hedging existent. L'affaire emblématique The DAO nous rappelle notamment qu'un incident intervenant dans l'exécution d'un smart contract négligemment codé peut conduire à de graves conséquences allant à l'encontre du contrat initialement prévu. Donc tout cela conduit à nous poser des questions juridiques. Tout d'abord, les smart contracts sont-ils des contrats valablement formés en droit? Alors, sur cette question, sur le terrain contractuel, les smart contracts n'est pas un contrat au sens juridique du terme. C'est plus une modalité technique d'exécution du contrat.
Aussi, l'appellation smart contract est doublement trompeuse, puisqu'il ne s'agit pas d'un instrument intelligent, mais plutôt d'un protocole informatique qui est automatisé, et il ne s'agit pas non plus d'un contrat. Alors, comme à l'accoutumée, de nombreuses questions découlent de cette question sur la validité du smart contract, notamment comment les juges pourront-ils lire les smart contracts et comment pourront-ils identifier les acteurs du smart contract. Par ailleurs, quid de certains contrats nécessitant un écrit ou encore un formalisme renforcé? Là, je pense par exemple à tous les contrats que vous devez passer chez le notaire, par exemple. Ceux-là, ils doivent répondre à un formalisme particulier. Quelle est la valeur de ce formalisme-là sur le smart contract? Alors certes, l'avantage d'un smart contract, c'est notamment le fait qu'il ne pourra pas être modifié, c'est donc la sécurité. Toutefois, cette sécurité semble primer sur justement la flexibilité et se pose la question de comment est-ce qu'on peut amender un smart contract avant le terme du contrat ou comment est-ce qu'on peut ajouter un avenant au smart contract. Cette solution n'est pas encore définie par des règles de droit. Pour ce qui est de l'exécution et de la preuve du smart contract, donc on retrouve également les mêmes problématiques que la blockchain, c'est-à-dire une opposabilité limitée, un régime probatoire qui est encore incertain, une efficacité d'exécution relative, et notamment eu égard au règlement AIDAS, le règlement européen sur la signature électronique. Le régime de la blockchain et des smart contracts est donc encore à construire. C'est pour cela qu'en Europe, comme à l'international, les différents législateurs tentent d'étudier ces technologies et de dessiner un cadre réglementaire. Néanmoins, toutes ces questions n'ont pas trouvé encore de réponse. Alors, quelles solutions ont été envisagées donc, par les différents acteurs? Alors, si on regarde ce qui se passe en France, par exemple, nous avons l'ordonnance du 28 avril 2016 relative aux mini-bons, donc ex-bons de caisse, qui autorise à recourir à la DLT pour tenir des registres de mini-bons. En gros, on remplace le papier, on remplace les Excel par de la DLT. Plus audacieux, le gouvernement, dans le cadre de la loi Sapin 2, a proposé d'étendre l'approche adoptée justement par les mini-bons, cette fois-ci aux titres financiers non cotés. Enfin, la direction du Trésor français, dans le cadre de la loi Sapin 2, toujours, a lancé en début d'année une consultation afin de déterminer s'il fallait modifier la loi pour permettre l'émergence de cette technologie. Alors, ce qui ressort de cette consultation, c'est que nous n'aurons pas une grande loi blockchain qui viendra légiférer sur cette technologie. Mais plutôt, la consultation nous invite à regarder la réglementation en place et à savoir quelles sont les modifications qui sont possibles de faire pour permettre l'émergence de la technologie DLT et de la technologie smart contract. Alors, ces deux projets-là, pour l'instant, sont des projets pilotes, puisqu'elles sont assez rares. Les mini-bons, c'est quasiment pas utilisé. Et les entreprises non cotées, c'est un marché qui est quand même assez réduit. Mais ils ont le mérite de permettre de déceler en fait, toutes les anomalies et ils permettent plus tard de savoir comment on pourra interagir, enfin comment on pourra utiliser cette technologie-là pour, cette fois-ci, les titres financiers cotés. Alors, encore une fois, nous sommes actuellement dans une situation de transition technologique plutôt lente, malgré les évolutions et les avancées de la DLT. Donc, beaucoup de devenir, mais peu de concret. Alors, en Europe et à l'international, on s'intéresse aussi à ces questions, bien évidemment. Et certaines mesures sont prises, notamment par la FCA, qui est donc le régulateur britannique, avec son projet de Regulatory Sandbox, qui en fait permet aux sociétés dites FinTech de pouvoir tester leur technologie tout en bénéficiant de réglementations allégées, si ce n'est dire de pas de réglementation du tout, pendant un certain laps de temps pour voir si la technologie est efficiente ou non. Si on traverse cette fois-ci l'Atlantique, on voit qu'en Amérique, le régulateur nord-américain, la SEC, suit de très près la technologie et considère qu'une des questions majeures, c'est celle justement non pas d'une grande loi DLT, mais celle de regarder comment est-ce que la réglementation actuelle peut s'adapter à cette technologie. Alors en Asie également, avec la MAS par exemple à Singapour, qui elle aussi a lancé des regulatory sandboxes, ou encore l'ASICS en Australie, qui a créé l'ASICS Innovation Hub. Aussi, l'évolution technologique avançant à pas de géant, le régulateur a-t-il à peine eu le temps en fait, de se pencher sur la DLT, sur la blockchain, qui va devoir se confronter à un autre sujet majeur et qui est lui aussi disruptif, les ICOs. Alors, commençons avec une courte définition de l'ICOs. Donc, l'ICOs, l'Initial Coin Offering, est un processus non réglementé d'augmentation de capital pour les startups au profil FinTech. L'ICO s'apparente donc à une levée de fonds en fait, par crypto-monnaie et sans émission de titres.
Donc l'importance développement des ICO ces dernières années permet à des sociétés dites fintech de lever des fonds plus importants, mais surtout plus rapidement et contournant l'ensemble du processus légal normalement de levée de fonds pour une société. Levée de fonds, ce processus est appelé IPO. La technologie DLT sous-tend ce processus ICOs, et l'infrastructure DLT, au travers de ses utilisateurs et de son propre code d'application, applique elle-même ces règles. Elle n'a donc pas besoin d'opérateurs réseau. L'infrastructure devient ainsi ce qu'on appelle une application décentralisée ou DApp. Chaque DApp émet elle-même sa propre crypto-monnaie appelée token, pouvant être acquise au moment de leur émission via des ICOs, à l'image d'une campagne classique de Kickstarter en fait. Alors il y a différents types de financement pour lesquels on utilise une ICOs. Alors classiquement, les besoins de financement qui font l'objet d'une ICO, c'est celle d'un lancement de nouvelles plateformes. De nouvelles plateformes comme Ethereum par exemple en 2014. Alors cette campagne d'ICO, elle a plusieurs étapes, notamment une première étape qui est celle de l'annonce ou de l'executive summary, qui permet en fait de dire voilà, j'ai un projet ICOs, je vais sur des forums dédiés comme Bitcoin Talk par exemple, et je dis voilà, voilà, tel est mon projet, et on regarde un peu les feedbacks qu'il y a autour de ce projet-là. Une fois qu'on voit que ce projet intéresse, on fait une œuvre de publication. Alors cette œuvre de publication, elle est appelée plan ICOs ou plan on the white paper, et c'est en fait un document qui informe les futurs investisseurs sur notamment la nature du projet, les membres de la société, les types de jetons virtuels, le type de monnaie acceptée ou encore la durée de campagne de l'ICOs. Enfin, il y a une étape 3 qui est celle de la vente des tokens. Donc à l'issue de l'ICOs, les tokens sont vendus et deviennent négociables sur les principales plateformes d'échange. Les investisseurs achètent certains crypto-coins émis et distribués via une crypto-monnaie qui représentent un type d'intérêt, une sorte de valeur qui est attachée à la startup qui émet elle-même les smart contracts. Ici, on ne peut pas parler de droit aux dividendes ou de droit de vote comme ça pourrait être le cas quand on investit au capital d'une société par exemple, puisque les tokens n'ont aucune valeur juridique et ces sociétés-là non plus, et le processus ICO non plus. Donc, mais ça revient au même. Disons qu'on va investir dans un projet et on va recevoir des droits en échange qui peuvent être des droits de dividendes ou alors des droits de vote, des droits de participation, etc. Alors ainsi, grâce à la technologie blockchain, blockchain, mais surtout grâce aux ICOs, le capital investissement et le partage des valeurs sont en pleine évolution, et c'est ce qu'on appelle la token economy. Alors les avantages des ICOs sont absolument colossaux et sont nombreux. D'ailleurs, les ICOs sont très populaires aux États-Unis, et de plus en plus d'investisseurs, alors plutôt professionnels, s'intéressent aux ICOs parce que les ICOs leur permettent de lever de l'argent dans un temps record, donc plus d'argent dans un temps record via des crowd sales qui sont beaucoup moins coûteuses que ce que pourrait être une IPOs, mais également de bénéficier ou de subir, ça dépend de quel côté on est, le fait qu'il n'y a aucun cadre réglementaire, puis de profiter également de l'augmentation des crypto-monnaies qui sont tout le temps en hausse, donc pour plus de bénéfices, effectivement. Donc de plus en plus de participation, comme je le disais, et en plus, n'importe quel investisseur dans le monde entier peut investir dans un projet ICO. On peut avoir par exemple des investisseurs chinois qui investissent dans une ICO, par exemple en Amérique ou en Californie, c'est tout à fait possible. Alors ce type d'ICOs ressemble à la fois à la levée de fonds classique, les IPOs, notamment par l'information, le plan d'ICOs qui informe l'investisseur, mais ressemble aussi à un modèle d'equity crowdfunding, puisqu'on retrouve des similitudes, puisque la forme de financement est en fait une forme de financement participatif, il y aura plusieurs investisseurs pour un seul projet, un peu comme l'equity crowdfunding, sauf qu'à la place d'acheter un produit, en fait, on acquiert des actifs digitaux que sont les tokens. Alors les chiffres qui sont attachés aux ICO sont absolument incroyables. Rien qu'au mois d'avril 2017, c'est 81 millions de dollars qui furent levés au cours de 11 ICO seulement. Récemment, le 31 mai 2017, un nouveau navigateur web, Brave, a ainsi levé 35 millions de dollars en moins de 30 secondes à travers une campagne ICOs. En outre, la capitalisation de marché des tokens a été multipliée par 5 ces 5 derniers mois. Alors vous voyez ici quelques exemples de levée de fonds par crypto-monnaie. Si on s'arrête sur Ethereum, par exemple, qui est bien connu, donc en 2014, le projet Ethereum a été annoncé et ces ICOs ont réuni à peu près 18 millions de dollars, soit 0,40 centimes de dollars par Ether, l'Ether étant le token de la plateforme Ethereum. Donc ce projet a été concrétisé en 2015. En 2016, déjà, la valeur de l'Ether atteignait 14 dollars, avec une capitalisation boursière de plus de 1 milliard de dollars.
Et on voit qu'au 1er octobre 2017, un Ether équivalait à 296 $, et que la capitalisation boursière était montée à plus de 28 milliards de dollars. On voit donc que les processus ICOs ont pris une importance folle. Alors, quelle réglementation pour ces ICOs? Si la question se pose d'encadrer ces levées de fonds par crypto-monnaie, c'est qu'elles comportent de nombreux risques. Et parmi celles-ci, étant donné que les fonds ne sont pas réglementés, en cas de problème, les fonds perdus ne peuvent jamais être récupérés. En plus, il y a une absence totale de recours juridique, qu'il soit civil ou pénal, pour l'investisseur. Il y a une absence de statut juridique, on l'a dit, pour le processus ICOs, mais également pour le token. Il y a également un risque de valorisation excessive du token et de volatilité forte de la crypto-monnaie, comme on peut le voir ici pour Ethereum, qui est donc une source de danger. Puis en plus, il y a des risques bien sûr de blanchiment et de financement du terrorisme, puisque tout ça n'est pas encadré. Aussi, l'ICO est-elle sujette à une régulation pour le moment? Alors là encore, on n'a pas beaucoup de réponses, mais on a quelques initiatives. Aux États-Unis, notamment, une prise de position du régulateur de la SEC est attendue, mais pour l'instant, rien de particulier. Toutefois, certaines crypto-monnaies peuvent correspondre à la définition des lois fédérales sur les valeurs mobilières, et ce qui permettrait en fait de ramener le token à une réglementation et permettrait en fait aux régulateurs américains de pouvoir définir ce qu'est un token et donc de le réglementer. Si on prend le cas en France, par exemple, quelles sont les pistes envisagées? Alors, la question qui se pose en France, c'est est-ce que le token qui est échangé lors d'une ICOs est un titre financier? Alors, on comprend aisément que si c'est oui, l'AMF va pouvoir l'encadrer et donc pouvoir sécuriser un peu ce processus. Force est de constater que le token ne présente pas du tout les caractéristiques d'un titre financier eu égard au code monétaire et financier, et qu'une campagne d'ICOs n'a rien à voir avec une campagne IPOs classique. Toutefois, ces tokens pourraient correspondre à la qualification de biens divers, une qualification qui se trouve dans le code monétaire et financier, qui est un peu une qualification fourre-tout. Alors, issue du code monétaire et financier, oui donc. Les régulateurs français pourraient donc se faire communiquer les communications à caractère promotionnel correspondant donc à ces valeurs, à ces tokens, afin de s'assurer qu'elles soient, 1, clairement identifiables, 2, qu'elles présentent un contenu exact, clair et non trompeur, et 3, qu'elles permettent de comprendre raisonnablement les risques afférents à ce placement, notamment pour l'investisseur. Alors, quand on voit tout ça, il semble quand même opportun que dans un premier temps, la Commission européenne et les autorités de supervision européennes analysent ces processus afin de caractériser leur nature. En outre, peut-être qu'une réglementation ad hoc serait la solution à toutes ces questions juridiques qui se posent autour de ces technologies. Pour finir, en Chine, il y a de ça très peu de temps, parce que c'est en septembre 2017, la Chine a interdit toute levée de fonds par jetons digitaux. Donc ça date du 4 septembre 2017. Voilà. Donc aucune ICO n'est possible en Chine à l'heure actuelle. Néanmoins, les investisseurs chinois, eux, peuvent quand même investir dans des ICOs hors la Chine, bien sûr. Alors on voit que le régulateur chinois ici préfère interdire l'utilisation de ces technologies afin de mieux comprendre d'abord comment elles marchent pour après éventuellement l'autoriser. Alors ainsi, tant qu'une définition légale commune et qu'un régime clair n'aura pas été mis au point pour ce qui est de la blockchain, des ICOs et des smart contracts, nous serons toujours dans ce flou juridique, plus de questions que de réponses. Aussi, développeurs et juristes doivent donc agir de concert, et là je lance un appel, doivent agir de concert pour pouvoir créer justement cet environnement favorable à la technologie blockchain, DLT et ICOs, pour leur permettre aussi une plus grande efficacité, puisque l'encadrement ce n'est pas juste un encadrement pour punir ou pour réguler de manière trop importante, mais c'est également pour rendre la technologie efficace. Aussi, je vous remercie pour votre attention et je suis disposé à répondre à vos questions.